Salut tout le monde. Aujourd'hui on va aller à le chapitre numéro 3 de Arthur Rimbaud, peut-être numéro 4 aussi si on a le temps. Et bon, c'est parti. 4 murs d'un jaune délavé, criblés d'inscriptions, entourent la cour de récréation. Rossat, je te rosserai bien les institutions. Punition, putrition, rosa, rosam, rosarome, rossat. Les élèves avancent en rond par deux bien serrés, sous l'œil sévère du surveillant. Ils contiennent leur impatience tout tant bien que mal jusqu'au porche. Et une fois passé celui-ci, ils s'ébrouent en tous sens. Crient, pillent, laissent exploser leur joie d'être enfin libres. Seuls Arthur et Frédéric, vêtus du même costume de drap bleu ardoise, chapeau melon sur la tête, continuent à marcher d'un pas régulier en se tenant par la main. Ils savent que leur mère est là, juste à droite de la porte, et qu'elle n'aime pas les voir sortir en courant, encore moins en criant. Sans échanger un mot, les deux garçons l'encadrent, lui prennent la main et tous trois commencent à descendre la rue de l'Arquebuse. Peu à peu, les bruits de l'école, les bavardages des mères, les cris des enfants, tout se tait et on n'en entend plus que les trois paires de talons qui résonnent sur le pavé. Alors, demande Madame Rimbaud, au bout d'un moment, les résultats de la journée. Frédéric pique du nez, il attend qu'Arthur réponde, mais comme à son habitude, celui-ci demeure muet, les yeux baissés, la mine crofrognée, il est agacé, il n'aime pas le contact des gants de philoselle que sa mère s'obstine à porter. Été comme hiver, il n'aime pas qu'elle lui prenne la main tout simplement. Alors, insiste Madame Rimbaud. Frédéric finit par se relancer. Le proviseur a annoncé la liste des prix. C'est Arthur qui va tout rafler. Il a le premier prix en grammaire latine et en thème latin, le premier prix en français et en orthographe, en histoire, en géographie, en récitation, en lecture. Il a un accessit en calcul et 7 nominations dans les autres matières. Et toi, le directeur a dit qu'Arthur était l'élève le plus brillant de l'institution Rossat. Arthur lève la tête vers sa mère. Elle va sûrement lui sourire, mais non, elle se contente de lui serrer un peu plus de la main et l'enfant fait la grimace. Décidément, ces gants sont riches. Tu ne parles que d'Arthur, reprend Madame Rimbaud. Je sais qu'il travaille très bien en classe, mais toi, je te demande tes résultats à toi. Bah moi, Bredouille, Frédéric, j'ai eu des mauvaises notes partout. Le directeur accepte de me laisser entrer au collège, mais il dit que je vais avoir du mal. Je ne te félicite pas. Tu es l'aîné et ton frère est dans la même classe que toi. Si ça continue, il va te dépasser. C'est anormal. L'aîné doit toujours précéder son cadet. Dépêchons-nous. Vitaly et Isabelle sont seuls à la maison. Arthur rougit de colère. Il faut se presser maintenant. Il faut courir. À qui la faute si Vitaly et Isabelle sont seuls? La voisine pourrait très bien les garder, mais la mère refuse. Elle ne veut rien devoir aux voisins. Elle ne veut même pas leur parler parce que ce sont des ouvriers. Des gens sales, comme elle dit. Ils traversent la place Ducal. Arthur aurait envie d'y flâner un peu. C'est le seul endroit de Charleville qu'il aime. À Paris, paraît-il, il y a une place semblable à celle-ci. La place des Vosges, Paris, c'est bien loin de Charleville. Il se retourne sur la statue du duc de Nevers au milieu de la place. Si seulement il pouvait y grimper, là-haut, il doit faire plus chaud, le soleil est plus proche. Rue Letellier, la cadence s'accélère autour d'eux. Des silhouettes pressées. Elle aussi, tout le monde court à Charleville. C'est à cause de la pluie. On ne flâne pas sous la pluie. On ne parle pas sous la pluie. Le square de la gare, la promenade favorite des vieilles sorcières gribouilles et des commères. Arthur les déteste. Il active le pas. La rue Bourbon apparaît enfin, sombre, humide, à 4 heures. Il fait déjà nuit. Les maisons serrées, les unes contre les autres, font obstacle à la lumière du jour. Là, on est bien obligé de ralentir. Les trottoirs sont glissants. L'eau de lessive, elle y ruisselle en permanence. Madame Rimbaud pousse ses enfants dans la cage d'escalier. Deux femmes flanquées de marmots en haillant s'écartent pour les laisser passer et les regardent monter d'un air hébété. Elle est si fière, la Rimbaud, toujours impeccable dans sa robe noire et ses petits sont si propres, si soignés. Arthur s'est arrêté devant la porte qui fait face à la leur. C'est là qu'elle habite. Il tend l'oreille et l'entend rire, crier. Qu'as-tu donc à traînailler, lancer sa mère en le tirant par la manche. Il rentre à contre-cœur. La pièce sent l'encaustique. C'est mardi, jour de ménage. Madame Rimbaud a passé tous les meubles à la cire. Les garçons retirent leurs godillots et enfilent les patins que leur tend Vitaly.
À 6 ans, elle a déjà l'air d'une petite bonne femme. Elle veille aux soins de la maison. Elle a préparé une boisson chaude pour ses frères. À peine l'ont-ils avalé que Madame Rimbaud range les bols et ensuite essuie la table. La pause est courte. Frédéric ordonne-t-elle. Prends ton livre et brévise ta leçon. Je te la ferai réciter après m'être occupé de Vitaly et d'Arthur. Comme tu es le plus lent, tu passeras en dernier. Nul besoin de dire à Arthur ce qu'il doit faire. Il prend son sac et s'installe sur la table de bois qui lui sert de bureau. Près de la cheminée, Frédéric s'apprête à s'asseoir à côté de lui, mais sa mère l'en empêche. Change de place, viens près de moi. Je ne veux pas qu'Arthur t'aide à faire tes devoirs comme hier. Tu dois apprendre à travailler seul. Frédéric s'éloigne en jetant un regard plein de larmes et d'envie sur son frère. Comment fait-il pour manier si facilement le grec, le latin, tout le reste? À 10 ans à peine, Arthur pose son encrier, sa plume, son papier, buvaille, ses livres. Il croise les bras, rêvasse. Tout est calme, on entend crépiter le feu. L'écho d'un rire traverse la cloison. Il n'a aucune envie de travailler, ses leçons. Il laissait déjà sur le bout des doigts. Et puis travailler est ennuyé à mourir. Alors il ouvre son livre le plus grand et le pose debout sur la tranche. Cela fait un petit paravent derrière lequel il peut se cacher. Ensuite, il prend son cahier préféré, un cahier de brouillon sur lequel il écrit chaque soir. Il y note tout ce qui lui passe par la tête. Ce soir, il va entamer un récit. Oui, un grand récit. Il saisit sa plume et d'une écriture appliquée bien régulière, commence: je rêvais que j'étais né à Reims en l'an 1503. Mon père était officier dans les armées du roi. C'était un homme grand, maigre, chevelure noire, yeux, peau de même couleur. Il s'arrête un instant et réfléchit en mâchouillant son porte-plume. Grand, chevelure noire. Il ne sait plus 4 ans qu'il n'a pas revu son père. Un vague souvenir lui revient en mémoire, une image floue, un tissu qui danse dans le noir, le bruit d'un objet jeté à la terre. Mais le capitaine, son père, comment était-il? Ses yeux bleus comme les siens, ou noirs? Bah après tout, quelle importance? Il relit sa phrase, elle sonne bien ainsi. Donc le capitaine restera brun. Mon père était d'un caractère vif, bouillon, souvent en colère et ne souffrant rien qui lui déplut. Ma mère était bien différente, femme douce, calme, s'effrayant de peu de choses et cependant tenant la maison dans un ordre parfait. Elle était si calme que mon père l'amusait comme une jeune demoiselle. Il s'arrête une nouvelle fois, réécrit cette liste de voyelles. Vient de l'ordonner. Madame Rimbaud a Vitaly dans l'ordre et tâche de soigner son écriture. Arthur observe la haute silhouette sombre qui lui tourne le dos. Pas douce, pas calme, elle n'a rien d'une jeune demoiselle. Les demoiselles ne s'habillent pas en noir. Il reprend son récit sans enthousiasme. J'ai été le plus aimé. Il raille ce qu'il vient d'écrire, hésite, poursuit encore, puis finalement tire un trait sur toute la page, passe à la suivante et la couvre de gribouillis. Ça perd l'hypopète, ça presti, ça perd l'hypopète, oui, ça perd l'hypoyote. La suite prochainement. Il va pour fermer son cahier et puis il se dit qu'à tout récit, même renaturé, même inachevé, il faut une signature. Alors de sa plus belle écriture, il trace en lettres capitales Arthur, mais quand il corrige Arthur Rimbaud de Charleville, puis il ajoute de Charleville-Mézières. De plus en plus agacé, il gribouille encore Mézières, mais hier Charleville-Mégère. Finalement, il arrache toute la page et en diagonale, écrit sur la couverture Rimbaud. Il croise les bras, fait la tête et de rage renverse son écrier sur son cahier. Madame Rimbaud s'est retournée, que se passe-t-il? Ça va être incroyable. Rien, répond Arthur en rougissant. J'ai juste cassé ma plume. Caché derrière son livre, il éponge l'encre avec un papier bouvard. Bon, que va-t-il faire maintenant? Pour la énième fois, Vitaly récite ses voyelles A, E, I, O, U. Il jette un regard moqueur sur Frédéric qui potasse ses vers latins. Le pauvre, il suit à grosses gouttes, il ne va pas bien réciter sa leçon et sera privé de dîner, comme d'habitude. À part les soldats de plan et la soupe, rien ne l'intéresse. Frédéric, il se tourne vers le feu, fixe les flammes. Elle danse dans l'âtre, lançant des étincelles de couleur. Il ferme les yeux, bercé par la voix monocorde de Vitaly. Les yeux fermés, il voit encore valser les couleurs noires, blanc, rouge. Puis il sursaute, sa mère vient de l'appeler, c'est son tour. Madame Rimbaud ouvre les fables de La Fontaine.
Debout les mains derrière le dos, Arthur récite le meunier, son fils et l'âne, sans la moindre hésitation. Ensuite, il énonce des règles de grammaire et termine par des vers latins. Tout est parfait, l'ensemble n'a pas pris plus d'un quart d'heure. C'est bon, dit simplement la mère. Tu peux aller jouer un peu avant le dîner. Je vais m'occuper de Frédéric. Elle regarde l'enfant s'éloigner, ses livres sous le bras. On en fera quelque chose de ce petit, se dit-elle avec fierté. Vitaly et Isabelle sont encore trop jeunes. Frédéric n'est pas très intelligent, mais Arthur lui promet, oui c'est sûr, il deviendra quelqu'un. Elle le regarde avec orgueil, elle ne voit rien, elle ne voit pas qu'il tire la langue. Blotti entre les pins de la teinture de velours, le visage enfoui dans le vieux tissu qui sent le moisi. Il tire la langue de toutes ses forces, jusqu'à ce qu'elle se défigure, jusqu'à se donner des crampes. Il tire la langue parce qu'il en a assez. Assez d'être un bon petit garçon, un élève brillant, très intelligent, assez de suer d'obéissance, et tout en tirant la langue, il se bouche les oreilles pour ne plus entendre cette voix. Reprends depuis le début, Frédéric, on y passera la nuit s'il faut. Et cesse de pleurnicher, peu à peu la voix s'affaiblit, devient une vague bourdonnante. Alors il ferme les yeux, serre les poings, frotte ses paupières, ça y est, ça vient. Dans ses yeux fermés, il voit des points de couleur comme dans le feu tout à l'heure. Comme dans ses rêves lorsque l'oiseau lui apparaît, étourdi, il tâche de reprendre ses esprits. Frédéric va occuper la mère encore un moment, c'est bon, il a le temps. Chut, Vitaly, souffle-t-il en mettant un doigt sur la bouche de ne dis rien. Et tout doucement sur la pointe des pieds, il sent par la porte de derrière. Il traverse le jardinet à l'odeur de choux poissons. Là-haut, dans le ciel, on aperçoit un bout de lune. 4 à 4, il monte les escaliers. Branlant ouvre la porte des latrines et se tapit dans l'ombre. Il colle son œil entre deux lattes de bois et les observe. Les autres enfants, assis, entassés sur le palier, chétifs, vêtus d'habits tout vieillots, et puant la foire, il joue avec la douceur des idiots. Soudain, son cœur s'emballe. Il a vu, c'est elle, la fille des voisins, d'à côté. L'œil sombre, secouant ses tresses. Elle a l'air d'une indienne. Elle aussi l'a vu. Elle ouvre avec violence la porte des latrines et éclate de rire. Regardez qui est là. Le petit chouchou à sa maman. Hé Rimbaud, tu respires quoi là-dedans? Attention, tu vas salir et maman sera pas contente. Elle attrape par le col, le tire vers la lumière. Ses doigts noirs de boue font des traces sur la blancheur impeccable de sa chemise. Lâche-moi. Il la saisit par le poignet et essaye de lui faire lâcher prise. Mais elle résiste. La petite brutale, elle s'accroche à lui, le pousse dans l'escalier, le force à descendre à reculons, lui tire sur ses nattes de toutes ses forces. Alors elle saute à califourchant sur son dos, déséquilibrés en roulant l'un sur l'autre dans la chute. Ils ratent une marche et tous les deux dévalent l'escalier en roulant l'un sur l'autre. Dans la chute, les guenilles de la gamine se sont relevées. Elle ne porte pas de pantalon, tandis qu'allongée sur lui, elle le meurtrit, des poings et des talons. Il lui mord les fesses. Elle hurle, mais plus elle hurle, puis il mord. Alors elle finit par se laisser tomber près de lui. Et puis, mon père, lance-t-elle en se relevant affolée, lui dit pas que c'est moi qui a commencé. Il se redresse lui aussi à regret, le sauveur acre de sa peau flotte encore sur ses lèvres, tandis qu'il remet de l'ordre dans ses vêtements, tout chiffonné, une voix inventive. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Vous vous êtes encore battu, vrai? C'est elle qui a commencé. Arthur fait non de la tête. Je t'ai déjà dit que je voulais pas d'ennui avec ta mère. Elle va encore venir gueuler si elle sait que t'es là. Viens toi. L'homme monte l'escalier en tenant sa fille par la main et rentre chez lui. Arthur les suit jusqu'à la porte laissée entrouverte. Il aperçoit l'homme affalé sur un fauteuil, agenouillé près de lui. Sa femme l'aide à retirer sa blouse et ses sabots. Elle lui sourit, mais elle y ferme les yeux en bougonnant. Je suis crevé. Déçue, la jeune femme s'assoit par terre en regardant son mari qui s'est endormi. Elle est jolie, elle a l'œil sombre et vif comme sa fille. Ça me gratte, dit-elle, celle-ci en s'accroupissant entre ses jambes. Encore un n'en finira donc jamais avec cette vermine. Elle attire la tête de l'enfant vers la lumière, défait les nattes, les sépare en raie bien nette, puis promène ses doigts frêles derrière la porte. Arthur guette toujours, haine hardi par les ronflements de l'homme. Il s'avance sur le seuil. Entre tout doucement, la jeune femme lève la tête vers lui et sourit en le voyant passer sa main dans ses cheveux lissés à l'eau sucrée. Ben quoi, cette fille t'aurait attrapé des poux, toi avec ta mère qui t'astique autant que ses meubles.
Il baisse les yeux, il voudrait être ça lui aussi, mais la femme lui a fait signe d'approcher. Alors vite, il s'assoit entre ses jambes et se laisse aller contre sa poitrine. Les doigts fins et charmeurs fouillent. La chevelue font semblant de chercher les fous. L'enfant sent monter en lui un désir de pleurer, c'est les larmes. Coulent bientôt, lui brouillant la vue, tout devient flou. C'est agréable, c'est peu à peu. La pièce auparavant si sombre baignait une étrange lumière bleue. Sur la croisée grande ouverte, il aperçoit une fois encore l'oiseau en plumage multicolore. Chapitre 4 de Arthur Rimbaud. La Madeleine, la Madelon, la Madelon. Le nez collé à la vitre, Arthur chantonne en comptant les marronniers qui bordent le quai de la Madeleine. Leurs branches sont nues et la meusse est gelée. Grand miroir ébréché qui menace à se briser. Malgré la grisaille de ce blafard, dimanche de septembre, il fait assez clair. Le nouveau logement est plus vaste que celui de la rue Bourbon. Pourtant, Arthur préférait l'autre. Fini, le cortège des ouvriers qui revenaient le soir fini. L'odeur de choux dans les couloirs, fini les disputes des voisins. Fini les jeux avec la petite à côté, la fille aux allures indiennes. Tu es prêt, Arthur? Dessus du fleuve, triste. Non, je déconne. C'est sa mère. Plus question de rêver. Il se traîne vers le buffet et prend sa Bible. Frédéric attend devant la porte, vêtu comme lui, de pied en cap. Cheveux pommadés, pantalon de serge bleu marine, la couleur du dimanche, le reste de la semaine, on met du bleu ardoise. Chemise blanche à col cassé, veston noir, souliers noirs vernis, chapeau melon, parapluie de coton bleu. Dis Arthur comment je suis, demande Vitali, un large sourire aux lèvres, malgré sa mauvaise humeur. Il répugne à gâcher la joie de sa sœur. Elle est très jolie, ta robe le bleu te va bien. Et il jette un coup d'œil agacé sur Isabelle que sa mère habille. Robe bleue, elle est aussi cette obsession du bleu. Madame Rimbaud vérifie que rien ne traîne dans la pièce, puis ouvre la porte. Allons-y. Les enfants se passent en silence en avant, les deux petites qui se tiennent par la main, puis les garçons épaules droites montant, redressés. Ultime inspection sur le seuil de la porte. Vitali, as-tu pris ton mouchoir blanc? Isabelle, tes doigts. Frédéric, le parapluie. On le porte toujours de la main droite. Arthur, ton chapeau. Il attendait la remarque, comme chaque dimanche, il espérait y échapper, mais non. Il lui faut mettre son chapeau rond, aussi rond qu'un potiron. D'un geste nageur, il se l'enfonce sur la tête. Pas comme ça, voyons, lui dit sa mère en le redressant. Tu n'y vois plus rien, tu vas te décoiffer. Madame Rimbaud referme la porte derrière elle. 4 petits bleus en avant et la haute dame en noir qui ferme la marche. La procession commence. On descend le quai de la Madeleine, sans se presser. La messe n'a lieu que dans 1 heure et le trajet jusqu'à l'église est censé faire l'office de promenade dominicale. On tourne à droite, la place du marché, l'endroit qu'Arthur redoute le plus. Ça grouille, ça fourmille et il faut circuler au milieu des étalages d'un pas régulier. En gardant la cadence sous les regards ironiques, les railleries des gamins. V'là la tribu. Rimbaud en uniforme de messe, pantalon bleu, chaussettes bleues, chapeau bleu, yeux bleus. V'là les frères bruns bleus qui passent. Et il faut aussi supporter les remarques des ménagères. Panier en main, vous avez vu la fille cuif. Elle peut se vanter de se retrouver seule avec 4 gosses, y a pas de quoi pavoiser paradis. Arthur se tourne vers sa mère, a-t-elle entendu? Oui bien sûr, mais son allure n'en est que plus fière. Les bruits du marché s'estompent peu à peu. Le plus dur est passé, il ne reste plus qu'à allonger le vieux moulin au bord de la Meuse. L'endroit est paisible, dimanche ou pas, le vieux moulin se dresse au-dessus du fleuve, triste, comme s'il regrettait de ne pas apercevoir son reflet dans l'eau. L'église en vue maintenant, le parvis noir de monde, les bourgeois ont revêtu leurs costumes sombres et les femmes exhibent qui une nouvelle blouse, qui un nouvel enfant. Le baptême sera pour bientôt, pressez-vous, ordonne Madame Rimbaud. Quand je vous dis qu'il faut être en avant si l'on veut avoir de bonnes places, on s'écarte pour laisser passer comme faut-il appeler. On ne sait pas trop, Madame Veuve Rimbaud, ex-Madame Rimbaud. Bah, s'il n'est pas convenable de ne plus avoir de mari, au moins, elle a fait des enfants, comme l'exige le bon Dieu. Et puis elle est dévote, on ne peut pas dire le contraire. Les messieurs portent la main au chapeau pour la saluer. Ces dames font un léger signe de tête. La famille s'installe au 4e rang à droite. C'est de là qu'on voit le mieux monsieur le curé. D'abord Frédéric et Arthur, puis Madame Rimbaud, enfin les deux petites. Les autres fidèles prennent place
On papote quelques instants, puis tout le monde se lève. Voici monsieur le curé. Arthur soupire. Il soupire pour ne pas crier comme il en a envie chaque dimanche pendant la messe, comme il le fait lorsqu'il s'enferme dans les latrines. Il hait les dimanches, il hait la messe. Au-dessus de l'autel, il y a un tableau, l'apparition de Jésus à Marie. Dans la pierre, une inscription est gravée. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Moi je n'aime pas Dieu, se dit Arthur. Aussitôt, une bouffée de chaleur lui empourpre les joues. Et si sa mère l'avait entendu penser? Il se tourne vers elle, elle le regarde en effet et d'un froncement de sourcils lui intime d'être plus attentif au sermon. Se mordant les lèvres, il baisse les yeux, frissonne, il fait si froid. Dans l'église, il a horreur d'avoir froid. Soudain, un rayon de soleil éclaire la nef. Ébloui, Arthur contemple le grand vitrail. Le soleil joue là-haut, d'un rayon bleuté. S'en va, revient, les unes après les autres. Les vieilles couleurs se réveillent, le bleu, le vert, le rouge se mêlent. Si vifs qu'on croirait les voir danser. Le soleil, le feu, les couleurs, pas besoin de fermer les yeux. Les vieux vitraux dessinent un oiseau, c'est lui encore une fois. Le voici derrière la fenêtre qui lui montre l'étendue du ciel. Va-t-il entrer dans l'église? Vient-il le chercher pour fuir? Charleville et l'école. Charleville et la messe. Charleville et l'ennui. On dirait que le vieux vitrail va voler en éclats. Un grand fracas fait trembler les murs de l'église. Eh bien, Arthur, qu'est-ce que tu attends? Mur, Madame Rimbaud. L'œil noir. Il regarde autour de lui, hagard, le soleil a disparu. La grisaille a chassé les couleurs, le grand fracas. Ce n'est rien que les fidèles qui se levaient. Il est temps d'aller communier. Les 4 enfants se sont enfermés dans la chambre d'Arthur. À côté, la mère tricote des chaussures, des chaussettes bleues. Il ne faut pas faire de bruit, tout est prêt pour le baptême. Vitalie et Isabelle sont à genoux au milieu de la pièce, debout près d'elle. Frédéric tient une poupée dans ses bras, n'ayant rien trouvé d'autre pour se déguiser en curé. Arthur a revêtu la robe noire de sa mère. Il jette un coup d'œil satisfait sur ses frères et sœurs sur la table où il a déposé une bassine d'eau et un pot de sucre dérobé à la hâte. Faute de sel. L'idée lui est venue de baptiser la poupée d'Isabelle après avoir terminé un livre. Sans lecture, la soirée eût été sinistre. Lire, étudier, il n'a que ça pour chasser l'ennui qui le dévore. Tandis que les 3 autres pétrifiés attendent ses instructions, il va chercher son cahier de latin. Il ouvre au hasard puis commence à déambuler dans la pièce en déclamant. Vers et rame et morbeau, Romae, Longueba, Inertie, Orbilius. Sa voix s'amplifie peu à peu. Il laisse tomber son cahier, tend les bras dans un geste théâtral et fait plusieurs allers et retours sans cesser de déclamer. Diri, Carune, Tela Magistri, Plagarum. Frédéric et les 2 fillettes échangent un regard consterné. En quoi il parle? Demande la petite Isabelle. C'est pas la prière du baptême ça, dit Vitalie. Mince alors, il faut faire du latin le dimanche aussi, bogonne Frédéric. Arthur ne les entend pas. On comprend rien de ce que tu racontes, finit par lancer Frédéric. Le latin, moi j'en fais bien assez au collège. Furieux, ils font que la poupée dans les bras de Vitalie et s'en va. Bon débarras, s'écrie Arthur. Celui-là, dès qu'on parle aux autres choses que le patois, ça devient trop compliqué pour lui. Quoi? Qu'est-ce qu'il ne va pas encore? Ajoute-t-il en voyant la mine dégonflée des 2 petits. Bon d'accord, je vais traduire, c'était le printemps et Orbilius souffrait à Rome d'une maladie qui l'empêchait de bouger. Arthur, quoi encore? Ce sont des vers que j'ai composés. En classe évidemment, ils sont bien plus beaux en latin. Mais le baptême, interrompt Vitalie en tendant la poupée. Le baptême, mais ça n'a aucun intérêt ce qu'on peut dire à un baptême. Oh, et puis le voilà ton baptême, puisque tu y tiens ton. En 3 enjambées, il gagne le bureau, verse le pot de sucre sur la poupée, immerge celle-ci dans la bassine d'eau, puis récite à toute vitesse. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de tout ton esprit. Et ton prochain comme toi sort de cet enfant. Esprit impur et cède la place à l'Esprit Saint. Là, et moi aussi je cède la place. Sur ce, il sort la poupée de l'eau, asperge ses sœurs au passage, retire la robe noire puis les cheveux en bataille. Les joues rouges, il s'assoit à même le sol. Au croque-vie au pied de son lit, Isabelle regarde d'un air consterné, sa poupée toute trempée et gluante de sucre.
Vitaly, elle s'empresse de ramasser la robe de sa mère et de la défroisser. Elle ne dit rien, mais elle est pâle. Ses yeux sont embusillés de larmes. Cela n'échappe pas à Arthur. Vitaly, oui, je ne voulais pas te faire du chagrin. Ça ne fait rien, ce n'est pas grave. J'espère seulement que le bon Dieu ne nous punira pas. Arthur se mord les lèvres. Dieu ne les voit pas. Dieu ne les aime pas. Il demeure silencieux un moment, puis soudain son regard s'illumine. J'ai une idée, s'écrie-t-il en bondissant sur ses pieds. Il prend la main de Vitaly, celle d'Isabelle qui abandonne sans regret sa poupée amochée. Je suis magicien, déclare-t-il d'une voix solennelle. Les petites ouvrent de grands yeux francs. Je suis magicien et je vais tout et vous montrer comment le devenir. C'est très simple, serrez bien vos poings comme ça. Montrons ces deux poings bien fermés. L'invité de fillette à l'imiter. Bien maintenant, fermez les yeux et frottez vos paupières avec vos poings. Dans quelques secondes, vous allez voir des tas de couleurs. Ça va être magnifique. Allez, frottez, frottez, ça y est. Vous les voyez, tandis que les deux sœurs se frottent les paupières avec l'énergie. La petite Isabelle, les yeux rouges, s'exclame. Ça fait mal, j'en ai assez moi. Ils sont pas drôles, les yeux d'Arthur. Et elle quitte la pièce. Les autres n'en ont pas entendu. Thalys s'immobilise, émerveillé. Arthur, c'est vrai. Les couleurs, je les vois. Le bleu, le rouge. Le vert enchaîne Arthur. Les enfants cessent de se frotter les yeux. Les couleurs ont pris forme. Elles dansent entre les plis de la robe noire étalée sur le lit. C'est l'oiseau au plumage multicolore. Effrayé, Vitaly recule de quelques pas. Arthur, lui, ne bouge pas, mais ses lèvres tremblent comme s'il s'efforçait d'articuler un son d'y parvenir. Baou, baou. L'oiseau semble-t-il n'attendait que cette appel pour se poser sur son épaule. Vitaly, terrorisé, recule jusqu'à la porte. Une étrange lumière baigne la pièce. Une lumière bleue, bleue comme les yeux d'Arthur, bleu comme le plumage de l'oiseau, le soleil, les couleurs, le feu, murmure Arthur. Baou, le voleur de feu. Un coup de vent subit ouvre la fenêtre et l'oiseau s'envole. Immobile, glacé par l'air froid qui le frappe au visage. Arthur frissonne. Qu'est-ce que c'était? Demande Vitaly. Pas de réponse. La petite ferme la fenêtre puis répète. Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas. Si tu le sais, tu as parlé à quelque chose qui ressemble à un oiseau. Fiche-moi la fée, fiche-moi le camp. Vitaly regarde son frère. Il s'est jeté sur son lit, a enfoui sa tête sous l'oreiller, puis elle s'en va en mormonnant. C'est mal tout ça. C'est mal tout ça. Cette apparition, c'est mal. C'est à cause du baptême tout à l'heure. Parce que tu as imité monsieur le curé. C'est le bon Dieu qui nous punit. Tout le monde dort. Arthur, lui, s'est enfermé dans les latrines. C'est son endroit. Il y passe des heures entières, grelottant l'hiver, profitant de la chaleur l'été. Là, il pense, rêve, écrit. Ou alors, il ne fait rien. C'est là. Rien que de feuilleter des journaux illustrés. Il tourne les pages à la lueur d'une bougie et ses yeux émerveillés voient défiler des forêts, des soleils, des rives, des savanes et puis les rêves de prairies, de la mer, de sa houle lumineuse, de ses parfums secrets sous un lourd ciel au creux. Mais ce soir, il n'a pas ouvert ses journaux. Il est juste accroupi, pelotonné derrière la porte du petit endroit. La Meuse n'est pas loin. Il entend par instant les remous de la rivière et il n'a qu'une envie, c'est que le vent l'emporte lui aussi. Sur l'eau comme une voile, il est là depuis une heure dans le froid et l'humidité du soir. Il lève enfin le nez vers le ciel sans étoiles. L'oiseau s'est posé sur le petit muret. L'oiseau, l'eau, le vent, la voile, partir. Voilà ce qu'il voudrait. Fin du chapitre. J'espère que vous aurez aimé. Vous n'aurez pas regardé cette vidéo pour rien, surtout pour de nouveaux épisodes. Bye.